C'est bon pour toi? Merci Cabessa, à demain. À demain. Pourquoi les maillots des vendeurs à la sauvette sont-ils si bon marché? Cabessa, le grossiste, a accepté de nous dévoiler ses petits secrets de fabrication. Avec lui, nous quittons le Rio des guides touristiques, direction les quartiers populaires. Rio est entouré d'1 millier de favelas, des bidonvilles accrochés aux montagnes, avec vue directe sur la mer. Un habitant sur 5 vit dans ces favelas, et c'est le lieu, vous allez voir, d'une économie florissante. C'est dans l'une de ces villes de la périphérie qu'habite Cabessa. Pour se sortir de la misère, il s'est découvert des talents d'entrepreneur. Avant, je vendais du gaz. Maintenant, je vends des maillots de bain. Ça n'a plus rien à voir. C'est complètement différent. Il y a 3 ans, ma vie a complètement changé. Et c'est un bon business. Je ne changerai pour rien au monde. Sa fabrique à lui, c'est cette petite maison avec les murs peints en vert. Une petite trentaine de mètres carrés. Il y a quelques mois, Cabessa a transformé la pièce principale en atelier de confection. Et il a embauché toute la belle famille. Je me suis associé avec ma belle-mère et on a commencé ce travail. Elle, ça fait presque 30 ans qu'elle coud. Sa belle-mère derrière la machine à coudre. Sa femme Tabata à la gestion des stocks. Et pour les nouveaux modèles, pas de graphiste ni de créateur de mode. Cabessa puise son inspiration directement dans les magazines People et sur les publicités des grandes marques. Ce modèle-ci, on ne l'a pas encore fait. Là, on a fait cette culotte. On peut tout faire. Ce maillot, une pièce, cette culotte. Ça sort dans les boutiques, on l'achète et on le copie. On sort nos modèles en même temps que les grandes marques sortent les leurs. C'est les mêmes. Il manque juste l'étiquette. Grâce au système D et au talent de belle maman, le coût de revient de ces maillots de bain est imbattable. L'arc-en-ciel, c'est celui qui se vend le plus cer à la plage. Il est vendu 5,50 €. C'est cher car il faut beaucoup de temps pour le fabriquer. Chaque ruban est cousu l'un à l'autre artisanalement, tu vois. Son coût de fabrication, c'est un peu moins de 2 €. Moins de 2 € de coût de fabrication pour un maillot revendu 7 €, ça fait 5 € de marge. Et pour les essayages, là encore, les frais sont réduits. Ni podium, ni mannequin. Chez Cabessa, ça se passe dans l'arrière-cour, avec la cousine. Cette culotte, c'est l'une des plus belles. Elle te va vraiment bien. C'est celle que les touristes aiment bien. Moi aussi, je la trouve belle. Elle est vraiment bien. Oui, les touristes l'adorent. Elle est vraiment très confortable. Vous voyez? L'été, Cabessa vend jusqu'à 1000 maillots par semaine et gagne jusqu'à 1500 € par mois, 3 fois le SMIC brésilien. Comme lui, ils sont des centaines à exploiter le filon. Résultat, les petits vendeurs des favelas ont grignoté près de 20% du marché aux fabricants traditionnels. Du coup, ces fabricants traditionnels ont organisé la contre-attaque, en misant sur le haut de gamme, comme Martha Rice. Aujourd'hui, elle joue gros. C'est le début de la semaine de la mode à Rio. Tous ses concurrents sont là, gros industriels ou PME. Il y a aussi les critiques de mode et les médias du monde entier. Nous sommes au 3e jour des défilés. Dans quelques minutes, Martha Rice va dévoiler sa nouvelle collection. L'accueil fait à son défilé aura un impact direct sur les ventes. En coulisses, la jeune directrice ne tient plus en place. Ça fait déjà 16 ans que je travaille comme ça et c'est toujours la même chose. J'ai des montées d'adrénaline, je ne dors plus. Et pendant le défilé, je ne sais plus si c'est bien ou si c'est nul. C'est complètement fou. Cette année, Martha a parié sur un show aux accents espagnols et sur une mode très sage, avec le grand retour du maillot une pièce. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une petite révolution au pays du string. La critique semble avoir apprécié, et pourtant Martha ne va pas pouvoir relâcher la pression, car ses concurrents rattrapent très vite leur retard. Retour sur la plage avec José Carlos, le vendeur à la sauvette. D'ici quelques jours à peine, il proposera les copies des maillots de Martha accrochés à son parasol. Et à ce petit jeu-là, son business tourne bien. Aujourd'hui, j'en ai vendu pour 260 €. Je suis arrivé à 9 h, là il est 15 h.
Ça a été une bonne journée. C'est plus que le salaire minimum. Travailler sur la plage, c'est donc souvent très rentable. Alors, comme José Carlos, ils sont des milliers chaque jour à descendre des favelas pour tenter leur chance sur les 2 bandes de sable qui, en un siècle, ont fait la renommée de la ville. C'est dans les années 1920 que les plages commencent à séduire la bourgeoisie brésilienne en quête de lieux de promenade. Le front de mer se couvre alors de restaurants, de cafés et même d'hôtels, comme le Copacabana Palace construit en 1923. Copacabana et Ipanema vont dès lors rester pendant longtemps le rendez-vous des habitants huppés de Rio, mais tout va changer dans les années 60. Le tourisme de masse amène une foule d'étrangers attirés par l'exotisme sur les plages de la ville. En même temps se développe une vie culturelle intense, notamment musicale, avec l'invention de la bossa nova dans les cafés d'Ipanema. Le mythe des 2 plages de Rio est lancé. Désormais, elles vont attirer de plus en plus de monde. Et bien sûr, tous ceux qui veulent profiter au maximum de cet afflux de touristes dans la ville. Aujourd'hui, voilà à quoi ressemble souvent la plage. Vendeurs de maillots, de glace, de jouets, de paréos, de brochettes, de souvenirs, de chapeaux et de cocktails. Au total, plus de 200 000 vendeurs à la sauvette, venus des favelas, se disputent un marché de 40 millions d'euros par an. Résultat, une plage aux allures de supermarché à ciel ouvert, avec publicité géante et permanente pour faire saliver le touriste consommateur. Certains vendeurs se sont même installés dans les barracas, de petits stands en dur qui proposent des massages, des boissons fraîches, des noix de coco ou des parasols. Résultat, une surenchère de cris qui transforme parfois ce coin de paradis en enfer pour touristes. D'autant plus que la guerre entre petits vendeurs dégénère parfois en bagarre. Alors pour mettre fin à l'anarchie, la mairie de Rio a décidé de réagir. À 10 mètres du sable, une petite cahute bleue. C'est ici qu'est installée la nouvelle police des plages. 200 agents municipaux chargés de remettre un peu d'ordre à Copacabana et Ipanema. Le patron, c'est lui, Carmo, il a 29 ans. Son quartier général est situé juste en face de la mer, mais pour lui, pas question de bronzer. Cet après-midi, Carmo vient d'être appelé pour un conflit. 2 loueurs de chaises et de parasols se disputent quelques mètres carrés de sable. Et sous le soleil de Rio, les esprits s'échauffent vite. Toi là-bas, toi qui mets tes chaises partout, t'as pas le droit. Si le flic était passé plus tôt, il t'aurait vu. Et à chaque fois c'est la même chose, tu te sauves. Mais ça marchera pas à tous les coups. Il faut qu'il vienne plus tôt voir ce que tu fais. Pour Carmo, impossible de savoir qui a tort et qui a raison. Mais une chose va attirer son attention. Ces parasols qui ne correspondent pas aux nouvelles normes imposées par la mairie. Ici, il faut que les chaises et les parasols soient rouges. Chaque plage a une norme. Pour Copacabana, c'est chaises rouges et parasols rouges. Ce matériel, on le saisit parce que même s'il est rouge, il y a de la pub dessus. Avant, c'était l'anarchie. Il y avait trop de pollution visuelle. C'était vraiment très mauvais. Pas de chance pour la patronne qui a prévenu les agents. Ces parasols sont aussitôt saisis. Elle aura un avertissement. Et si elle récidive, les agents lui retireront son autorisation de travailler. Car lorsqu'ils attrapent quelqu'un, les policiers ne le lâchent pas. Un peu plus loin, c'est un petit vendeur de cacahuètes qui va en faire les frais. Lâchez le matériel. Lâchez le matériel, on va se parler. S'il vous plaît. Lâchez le matériel. Du calme. Je défais tout et je pars. Je vais vous expliquer. Prenez pas ma boîte. Ce genre de nourriture, ces cacahuètes, c'est tout à fait interdit. D'accord. Les cacahuètes, il faut qu'elles soient emballées. Et lui, il doit avoir un numéro de registre. Ces cacahuètes, il les a faites à la maison. Et on ne sait pas dans quelles conditions. Dans ce genre de situation, la mairie ne donne pas d'autorisation. Le matériel du petit vendeur est confisqué. C'était sans doute son unique richesse. En faisant cela, les policiers espèrent ne plus le revoir. En 6 mois, les hommes de Carmo ont ainsi saisi plus de 20 000 objets et dressé des centaines de procès-verbaux. Depuis leur arrivée, la plage semble être redevenue un peu plus calme. Et pourtant, vous allez le voir, le sable de Rio est toujours un enjeu majeur pour ceux qui veulent faire des affaires. À quelques mètres de là,
Une autre guerre commerciale fait rage et elle n'a plus rien à voir avec les rivalités de petits vendeurs. Cette guerre, c'est celle de l'immobilier sur le front de mer. Les deux plages d'Ipanema et Copacabana sont bordées d'une ligne ininterrompue d'immeubles construits dans les années 60 et 70. À l'époque, avec l'arrivée du tourisme de masse, les tours ont poussé comme des champignons autour de la baie naturelle de Rio. Et pour les Cariocas aujourd'hui, habiter ces immeubles du front de mer, c'est un must, un symbole de réussite sociale. Et comme il n'y a plus un mètre carré de disponible, les prix flambent. D'autant que la ville s'apprête à accueillir 2 événements planétaires. Coupe du monde de football en 2014 et Jeux olympiques en 2016. L'occasion de réaliser de grosses affaires, des centaines de businessmen étrangers l'ont bien senti. Parmi eux, beaucoup de Français. C'est le cas d'Arnaud Bugon, un jeune Parisien de 35 ans. Cet ex-banquier parisien a choisi de prendre le large il y a 5 ans. Et c'est dans la baie de Rio qu'il a jeté l'ancre. C'est pas mal, j'aime beaucoup. J'aime bien les open space. On est dedans, c'est nickel. Aujourd'hui, c'est bien. En plus, il fait beau. On est au début de l'hiver. Ça va. Il n'en a pas l'air comme ça, mais Arnaud est en plein travail. Le Français a monté son agence immobilière au Brésil il y a 3 ans. Son créneau, le luxe, aujourd'hui, il est en repérage au large de la baie de Rio. Il y a pas mal de propriétés, pas mal de millionnaires, de stars du showbiz, de sportifs qui ont leur petite maison. Arnaud est ce qu'on appelle un chasseur d'appartements. Son métier, dénicher des villas de luxe pour le compte de riches clients. Il est payé à la commission, 5% sur les ventes et 25% sur les locations. Alors il est toujours à l'affût des logements les plus chers et les plus luxueux. Des perles rares qu'il déniche souvent sur son terrain de chasse favori, en haut des immeubles d'Ipanema. A priori, le décor ne fait pas rêver. Pourtant, au dernier étage de ces tours, le prix des appartements peut atteindre des sommets. Cet après-midi, Arnaud a rendez-vous avec un client argentin. Et pour empocher une grosse commission, il est bien décidé à lui en mettre plein la vue. On va commencer par la terrasse. Là, ici, tu as des meubles des années 50. Alors, là, on est à Ipanema, du côté de la Lagoa. Donc là, tu as la montagne de Cantagalo, Morro dos Cabritos, le Christ sur le Corcovado et la Lagoa qui est juste devant. On est bien à Rio. C'est une maison très élégante. Elle n'a l'air de rien comme ça, mais en fait, tout est caché. Je suis assez d'accord. Moi, j'adore cette maison. Et la nuit, c'est magnifique. Un panorama spectaculaire et plus de 300 mètres carrés habitables. Valeur estimée, 2 millions d'euros. Une petite fortune, comme tous les appartements du quartier. Le front de mer à Ipanema, donc sur l'avenue Vieira Soto, qui est la rue la plus chère d'Amérique du Sud. Un appartement de 600 mètres carrés, il faut compter dans les 20-25 millions de réals, 10-12 millions d'euros. Un mètre carré, c'est combien 12 millions divisé par 600, 20 000 euros. 20 000 euros le mètre carré. C'est le plus cher d'Amérique latine, 3 fois plus que le prix moyen du mètre carré à Paris. C'est un quartier où on a accès à la plage systématiquement en moins de 5 minutes. C'est l'endroit où tout le monde veut être. C'est tout petit, il y a une quarantaine de rues. En général, les gens veulent des penthouses, les coberturas, le dernier étage. Il n'y en a malheureusement qu'un par immeuble. Et encore, tous les immeubles n'ont pas des penthouses. Même chose, bois de l'offre, il y a de la demande. Très peu d'offres, beaucoup de demandes, les prix augmentent. Pour l'instant, l'appartement n'est pas à vendre. Mais Arnaud le loue à un tarif qui fait déjà tourner la tête, 900 euros la nuit. À ce prix-là, le personnel de maison est compris. À Rio, soit tu es femme de ménage, soit tu es une femme de ménage. Donc tous les appartements, même un appartement de 2 chambres de 60 mètres carrés, il y a une petite aire de service.
Fin de la visite. Le client argentin n'est pas encore conquis, alors direction Copacabana, pour un appartement encore plus haut de gamme. Arnaud en possède une cinquantaine dans son catalogue. Celui-ci est l'un des plus chers. Là, tu as une vue magnifique vers Arpoador et Copacabana. De l'autre côté, en face, tu as Niterói, l'Émé et le pain de sucre. Bref, tu vois toute la baie de Copacabana. Une petite chambre. 1000 mètres carrés, 6 chambres, 9 salles de bain. C'est vraiment un bel endroit pour vivre. C'est bien placé. C'est parfait, j'adore. Et il n'a pas encore tout vu. Une petite surprise l'attend sur le toit. Depuis la piscine à débordement, la vue est imprenable sur la mythique plage de Copacabana. Tarif de la suite, 3000 € la nuit. Et encore pour Arnaud, c'est bon marché. On est dans ces tarifs-là, même un petit peu en dessous du prix du marché. Pas mal de gens pensent venir ici comme si c'était un pays du tiers-monde, ce qui n'est pas du tout le cas. Rio est une ville très chère, c'est sûrement une des villes les plus chères d'Amérique du Sud. Le client argentin s'est donné du temps pour réfléchir. Peu importe, Arnaud sait qu'il trouvera certainement preneur. Car à la location ou à la vente, ces biens d'exception sont très demandés et Arnaud empoche en moyenne 15 000 € de commission par mois. 5 ans après son arrivée, le jeune Français est tombé amoureux du Brésil et de Juliana, une Colombienne rencontrée à Rio. Ils se sont mariés et ont créé ensemble leur agence immobilière dans le quartier de Copacabana. Ils ont recruté une petite dizaine de commerciaux, tous polyglottes, qui démarchent des clients fortunés dans le monde entier. Mike qui est canadien, Selva qui est allemande et turque. Mais sa réussite sur le créneau de l'immobilier de luxe s'explique surtout par une stratégie commerciale bien rodée. Pour se faire de la publicité, Arnaud a eu une idée toute simple. Organiser des soirées pour le Gotha de Rio de Janeiro, sa clientèle de prédilection. Plusieurs fois par mois, l'agent immobilier se transforme en maître de cérémonie VIP et il a l'œil partout. On n'organise jamais de fête dans cet appartement, mais là c'est exceptionnel. C'est pour des ambassadeurs et des chambres de commerce. Ça devrait être tranquille. Ah oui, c'est bien pour vous. C'est plutôt bien pour l'image, ouais. Ouais, c'est du bon marketing pour vous. Ce soir, le somptueux appartement de Copacabana va servir de décor à une prestigieuse surprise party. L'anniversaire de la consul commerciale américaine. Dans quelques heures, tous les décideurs de la ville seront là. L'occasion idéale pour proposer ses services. C'est quand même un gros événement avec des gens importants, donc on a envie que tout soit parfait. Donc on contrôle tout jusqu'au dernier moment. L'enjeu est énorme. Arnaud a investi plusieurs milliers d'euros. Il faut que la soirée soit rentable. 21h, les invités commencent à arriver. Personnel d'ambassade, hommes d'affaires et leurs épouses. Près de 200 VIP triés sur le volet. Mais la personne la plus importante pour Arnaud, c'est cette femme en robe bleue, la consul américaine. Camille Richardson fête ses 40 ans et va prononcer un discours. L'objectif du jeune Français, c'est que la diplomate parle de lui, et pour ça, il a tout prévu. En milieu de soirée, Arnaud incite Camille Richardson à prendre le micro pour les remerciements. Bonsoir tout le monde. Vous vous amusez bien? Tout le monde est attentif. Pour Arnaud et son épouse Juliana, c'est le moment idéal. Ils m'ont fait un cadeau. Le couple a prévu une surprise pour la consul, un pendentif à 500 €, une petite attention qui va produire son effet. Je voudrais enfin remercier Rio. Où sont Juliana et Arnaud? Là, derrière. Ils se sont cachés. C'est eux qui ont tout organisé. Venez devant, venez. Ils méritent des applaudissements. Rio est une bonne entreprise. Ils ont beaucoup d'appartements comme celui-ci pour faire des soirées. Donc, si vous voulez louer un appartement ou bien organiser un événement, contactez-les. Appelez Juliana et Arnaud, ils sont très sympathiques et vous serez très bien reçus.
Un véritable spot de pub en direct. Arnaud n'en espérait pas tant. L'effet est immédiat. L'agent immobilier et son épouse engrangent les nouveaux contacts. Et après 2 heures de relations publiques, ils ont déjà conclu plusieurs affaires. On a déjà récupéré quelques appartements avant. Donc objectif atteint. C'est parfait. C'est super important pour nous. Les gens sont très contents. Ils viennent nous dire « Est-ce que je peux avoir votre carte ?» Parce qu'ils ont adoré la soirée et le service qu'on leur a proposé. La soirée est un succès commercial. Et pourtant, faire des affaires ici pour les étrangers n'est pas toujours aussi simple. Certains l'ont appris à leurs dépens. Arnaud n'est pas le seul Français à avoir tenté l'aventure à Rio. Boulangerie, restauration, bijouterie ou cosmétiques, des centaines de nos compatriotes tentent de s'implanter chaque année. Mais pour certains d'entre eux, le rêve se transforme parfois en cauchemar. C'est ce qui est arrivé à François Delors. Ce Français de 42 ans a fait fortune dans l'hôtellerie en France dans les années 90. Il a fondé une chaîne d'hôtels qu'il a revendue pour 15 millions d'euros. Attiré par les tropiques, François Delors traverse alors l'Atlantique. Il s'installe à Rio en 2004 et réinvestit une partie de sa fortune dans la construction de cet hôtel de luxe. C'est aujourd'hui l'un des plus beaux de la ville. Ouais, je vais montrer quelques chambres. Prix des chambres, entre 350 et 1400 euros la nuit. Une autre petite chambre qui est assez sympa. Ici, seulement 44 chambres comme celle-ci et un spa, planté dans un décor paradisiaque. On appelle ça les boutiques hôtels. C'est tout l'inverse des grands ensembles bétonnés du front de mer, à Ipanema ou Copacabana. Quand tu es ici et que tu as cette lumière, que tu as cette vue, que tu as cette tranquillité et que si tu fais attention, tu n'as aucun bruit ici. Tu vois, tu n'as que des oiseaux. Tu es vraiment sous les tropiques et tu es vraiment à Rio. Ouais. Alors que quand tu es à Ipanema, c'est affreux, l'architecture c'est des plus moches qu'on puisse trouver, c'est vraiment lamentable. Mais pour bâtir son paradis tropical, François Delors a vécu l'enfer. 8 millions d'euros investis et 4 ans de travaux au lieu d'une année prévue. Son aventure brésilienne a bien failli tourner au fiasco. Pour construire son hôtel de charme, François Delors choisit en 2004 le quartier pittoresque de Santa Teresa, avec ses rues pavées et son tramway. À 5 km des plages, c'est une sorte de petit Montmartre verdoyant. Oui, mais un Montmartre entouré de 8 favelas. Un paramètre que François Delors sous-estime à l'époque et qui va être la cause de 4 années de galère. Les archives. Les ennuis commencent dès le début des travaux. Le corps de bâtiment que François achète à l'époque est une véritable ruine. Regarde, tu vois là, tu vois l'étape de pourriture de l'immeuble. Et tu vois aussi que c'était pas une jolie maison en fait. Hein. Et tu vois, il n'y avait pas de toiture, enfin c'était effondré, c'était un taudis en fait. Hein. La toiture était arrachée ici, là on voit des morceaux qui étaient tombés déjà, etc. À sa grande surprise, alors qu'il commence à peine la rénovation, la mairie de Rio décide subitement de classer ce tas de ruines monument historique. En fait, quand on est arrivé à l'hôtel Santa Teresa, pour nous empêcher de pouvoir faire les travaux, ils ont classé l'hôtel. Donc ça, c'est le journal officiel de la mairie, par exemple. Et ils ont annoncé que l'hôtel Santa Teresa avait été classé. Et donc, comme ils le disent, les étrangers ne pourront plus démolir notre patrimoine culturel. On avait en permanence une dizaine de gars de la préfecture qui étaient dans l'hôtel pour nous empêcher de travailler. Toi, en attendant, tu as 150 ouvriers qui sont des pouces sur le chantier. Ça te coûte genre 10 000 $ par jour. Donc tu préfères accélérer, t'as pas le choix en fait, t'as pas tellement de solutions. Pour débloquer la situation, un responsable de la mairie lui propose alors un petit arrangement. J'ai appelé monsieur qui m'a demandé 50 000 reais, donc 20 000 euros, en cash. On lui a donné et du coup ils nous ont libéré les travaux jusqu'à la fin. C'est de la pure corruption. Mais ces malheurs ne s'arrêtent pas là. Campagne de dénigrement dans la presse, manifestation devant l'entrée du chantier. Pendant 2 ans, le Français subit l'hostilité des habitants du quartier. Ça n'a pas arrêté. Tu vois, tout ça c'est des articles de presse, les uns derrière les autres. Et il y en a des dizaines. Et tous les jours, des articles disant que je brûlais le patrimoine culturel de la ville, que le peuple était révolté contre ce que je faisais, etc. Moi, c'était l'enfer, en fait. Mais si c'était à faire, je ne le referais pas. Ouais. Moi, j'ai passé des nuits avec des protections rapprochées.
J'ai été menacé d'être embarqué par les flics 25 fois, ça m'est pas arrivé, je touche du bois. Mais j'ai eu peur pour moi, j'ai eu peur pour ma vie, j'ai eu peur pour mes projets. J'étais dans les financements jusqu'au cou, je pouvais pas partir, sans ça je perdais tout. J'ai vraiment eu peur, ouais. J'avais pas de cheveux blancs il y a 4 ans. Ouais. À l'époque, François Delors a déjà investi 4 millions d'euros, impossible de tout plaquer. Le Français va alors tenter un coup de poker. Il décide de négocier directement avec les leaders des favelas. En échange de leur soutien, le Français promet des emplois dans son hôtel. Il s'engage aussi à subventionner plusieurs associations de quartier, comme cette école de football. Emilio, qui a créé cette association, garde les enfants pour pas qu'ils traînent avec le trafic de drogue dans les favelas qui sont à côté. Donc c'est ouvert à tous les enfants qui habitent dans la favela d'à côté. Et ça fait que c'est des ados qui, au lieu de passer leur temps à glandouiller près des postes de drogue et de vente, à gagner de l'argent, à sniffer, etc., ils viennent ici sans qu'ils aient besoin de traîner à la favela, quoi. Par la force des choses, le Français est ainsi devenu un bienfaiteur du quartier. Il faut compter avec ce qu'ils appellent ici la société civile, mais en fait avec l'expression brésilienne de la société civile. Et la société civile, ça veut dire accepter qu'elle a, elle, des règles imposées par les gangs, par les bandits. Apprendre à cohabiter avec la population des favelas n'a pourtant pas réglé tous ses soucis. Comme promis, François Delors a embauché les habitants des bidonvilles. Le problème, c'est que bien souvent, le personnel n'est pas assez qualifié pour un hôtel de standing. Le patron français doit toujours garder un œil sur leur travail, comme ici, au poste de sécurité. Mets ce sac ailleurs, cache-le. C'est trop moche ici. Même négligence un peu plus loin, dans le hall d'entrée. Tu peux remettre ce cadre droit? Regarde. Recule un peu et tu vas voir. À l'ouverture de l'hôtel fin 2008, ils étaient 50 issus des favelas sur 75 employés. Un nombre que François Delors a revu à la baisse face à l'accumulation des problèmes. Au début, on a commencé, on avait les 2 tiers des gens des favelas. Maintenant, on a 1 tiers, mais en fait, on a eu quand même beaucoup de vols et beaucoup de plaintes de clients. Et il ne suffit pas de vouloir faire bien, il faut l'hôtel, les clients... Au Brésil, les clients ne pardonnent pas. L'histoire que tu peux leur raconter sur le fait que tu prends les gens des favelas, ils s'en foutent, ils payent le prix normal et ils veulent un service en proportion à ce qu'ils payent, en proportion à ce que tu promets. Malgré tous ces soucis, François Delors ne semble pas découragé. Il aimerait aujourd'hui ouvrir un 2e établissement et pour cela, il a racheté cette vieille bâtisse à quelques rues de son hôtel. À seulement 230 000 €, il pensait réaliser une bonne affaire. Malheureusement trop belle pour être vraie, pour lui, le cauchemar continue. La propriétaire est partie après avoir reçu l'acompte. Donc elle a encaissé l'acompte et puis elle a disparu de la circulation. Et tu vois, c'est pas facile, tu achètes un truc, tu fais un contrat, tu fais enregistrer tout ça chez le juge, etc. Tu fais un contrat en bonne et due forme. Et juste à ce moment-là, la bonne femme part avec l'argent, quoi, comme s'il n'y avait pas de loi et qu'il n'y avait pas aucune moralité. Ouais. Bref, faire des affaires à Rio peut s'avérer très compliqué. Pourtant, comme François Delors, beaucoup continuent à y croire, pariant sur les incroyables perspectives de croissance économique du Brésil. Parmi eux, l'agent immobilier français Arnaud Bugon. Pour lui, les affaires sont plutôt florissantes. Ce matin, il va tenter un gros coup. Il a rendez-vous à l'héliport de Rio avec un millionnaire anglais qui cherche à investir dans l'immobilier au Brésil. L'homme est, semble-t-il, prêt à faire un gros chèque. Arnaud va lui montrer le fleuron de son catalogue. Et pour cela, il ne lésine pas sur les moyens. Il a loué cet hélicoptère 2 000 € pour la demi-journée. Quand on doit se faire des petites journées comme ça, aller-retour dans la journée en fonction des destinations, l'hélico c'est effectivement le plus simple. On ne va pas pouvoir passer 2-3 jours sur place, donc on prend l'hélico. Pour en mettre plein la vue aux clients, le voyage commence par un rapide survol de la baie de Rio. Puis direction l'archipel d'Angra dos Reis, à 40 minutes de vol. Angra, c'est une destination très bourgeoise. C'est là que les riches cariocas ont leurs propriétés, leurs îles privées.
leur bateau. Il y a 2000 îles dans la baie. C'est hyper joli, c'est très vert comme on peut le voir par les fenêtres. Pour séduire les grandes fortunes de la planète, l'agent immobilier ne se contente plus des appartements de Copacabana ou Ipanema. Le Français s'est lancé sur le marché des îles privées, comme celle-ci. Elle appartient à une célébrité brésilienne. Il veut pas forcément que ça se sache, comme tout le monde. Pour vivons cachés, ou en tout cas discrets. Un propriétaire discret qui vient rarement sur son île et qui aimerait la louer. Arnaud est chargé de trouver les clients. Et ici, il ne manque pas d'arguments. Car cette île, c'est un jardin tropical d'une 30aine d'hectares où sont plantés une dizaine de bungalows à la décoration surprenante. Le côté 70, c'est très rigolo. Regarde ça, c'est hyper drôle, ça fait 70. J'adore le style années 70, j'adore. C'est ce que je préfère, ça fait James Bond. Oui, c'est très James Bond. Juliana, moi je vais jouer le rôle de Sean Connery, et toi tu joueras celui d'Ursula Andress. Même s'il n'est pas agent secret, le millionnaire britannique s'y voit déjà. C'est un paradis qu'on ne peut pas trouver en Europe. Et ce que tu ressens ici, tu ne peux pas l'avoir en Europe. C'est tropical, on se sent vraiment sous les tropiques. C'est pour ça que le Brésil est parfait. Ah, c'est des plans Robinson. Arnaud compte louer l'ensemble 15 000 € la nuit. Il empocherait alors 6 000 € par nuit de commission. À ce prix-là, pas question de ménager ses efforts. Après 1 heure de marche, la visite se termine au sommet de l'île, où une petite surprise les attend. Ah oui, ça c'est pour les avions. C'est la petite piste pour poser les avions. Si jamais vous préférez l'avion à l'hélicoptère, il y a le choix. Si Arnaud Bugon met autant d'énergie à trouver ainsi des sites exceptionnels, c'est qu'il sait qu'il y a au Brésil un incroyable réservoir de clients pour son agence. Des clients capables de dépenser des fortunes pour une nuit de rêve dans la baie de Rio. Car en plein boom économique, le pays le plus riche d'Amérique latine compte un millionnaire de plus toutes les 10 minutes. Selon le magazine Forbes, 18 milliardaires brésiliens ont rejoint le club très fermé des plus grosses fortunes mondiales. Des nouveaux riches que Rio attire comme un aimant. Car plus que jamais, la cité Carioca est un symbole de réussite. Dans cette voiture de sport, João Carlos Cavalcanti, 60 ans. Il est surnommé « l'homme qui valait 3 milliards ». Une richesse qu'il affiche sans complexe. Au Brésil, il n'y a qu'une vingtaine de voitures comme ça qui se vendent chaque année. C'est vraiment un luxe. En un peu plus de 30 ans, João Carlos Cavalcanti s'est bâti un empire sur le marché des minerais et des matières premières. Sa multinationale exploite une quinzaine de gisements de minerais dans tout le pays. Ça, c'est le type de minerai qu'on recherche. Du fer, du nickel, du cuivre. Là, dans cette étagère, il y a tous les minerais que mon entreprise prospecte. Des cailloux que ce modeste fils de mécanicien ferroviaire né à Salvador de Bahia a su transformer en or. Dans les années 70, avec un simple diplôme de géologie et une bonne dose de culot, João Carlos se lance dans l'exploration du sous-sol brésilien. J'ai parcouru tout le Brésil avec un 4x4, une boussole, un marteau et quelqu'un pour m'aider. Et j'ai découvert des gisements. Ma première grande découverte, c'était en 1986. C'était un énorme gisement de calcaire. Je l'ai vendu à un gros groupe industriel. Ça a eu des répercussions économiques dans le monde entier. 35 ans plus tard, son pays est devenu le 3e producteur mondial de minerais. João Carlos fait partie du club très fermé des 20 plus grosses fortunes du Brésil. Il parcourt sans cesse le pays, et pourtant c'est à Rio qu'il préfère toujours revenir. Ce matin, comme plusieurs fois par mois, le milliardaire a décidé de s'offrir une escapade amoureuse à Copacabana avec son épouse Renilce. Ça, c'est mon jet. Je l'utilise à l'intérieur du Brésil. J'en ai un autre plus gros que j'utilise pour mes voyages internationaux. Mais il est en révision en ce moment aux États-Unis. Celui-là coûte à peu près 10 ou 12 millions de dollars. L'autre en vaut 30 millions.
Comme beaucoup de milliardaires brésiliens, João Carlos étale volontiers sa fortune, quitte à paraître un peu bling-bling. Des ceintures et des spots plaqués or. Ses initiales sur les ailes du jet. João Carlos, c'est l'incarnation du nouveau rêve brésilien. Dans une journée, je peux faire 3 ou 4 réunions dans des endroits différents avec ce jet. Il vole à 900 km/h, il est très rapide. Je peux prendre le petit déjeuner quelque part, partir dîner ailleurs et enfin dormir dans un endroit encore différent. Le Brésil offre d'énormes opportunités, et même aux personnes issues des favelas de Rio. S'il a la tête sur les épaules, s'il est créatif, un gars des favelas peut devenir millionnaire. C'est déjà arrivé. Moi, j'en suis l'exemple parfait. Et il y en a plein d'autres comme moi, qui n'avaient rien et qui sont arrivés au sommet. Et pour lui, un endroit à Rio symbolise mieux que tous les autres le luxe et la réussite. Le Copacabana Palace. Construit en 1923, c'est le plus célèbre et le plus ancien hôtel de luxe d'Amérique latine. Sur 11 étages, une centaine de chambres et 126 suites. Des générations de stars et de puissants y ont séjourné. La décoration est un peu désuète, mais pour João Carlos, c'est le fantasme de toute une vie. Ça a l'odeur des années 50. C'était les années d'or. L'odeur de cet hôtel est merveilleuse. Quand j'étais enfant, je regardais les revues sur les stars d'Hollywood qui descendaient au Copacabana. Et maintenant, je suis devenu plus riche que toutes ces stars. Ce samedi soir, ce n'est pas seulement une suite à 1 600 € la nuit que s'offre le milliardaire, mais une belle tranche de rêve. Un séjour en amoureux avec vue sur Copacabana, l'une des plus célèbres plages au monde. Dès que j'ai reçu mon premier salaire comme géologue, je suis venu ici, au Copacabana Palace. C'était mon rêve d'y passer quelques jours. Maintenant, quand je viens à Rio, je vis ici. Cet hôtel a été vendu il y a quelques années pour 25 millions de dollars. Il y a 10 ou 15 ans, je crois. Je regrette de ne pas l'avoir acheté. J'avais les moyens à l'époque. Mais avec tous les travaux qu'il fallait faire, ce n'était pas rentable. João Carlos n'a pas voulu débourser 25 millions pour l'hôtel, et pourtant il y a quelque chose qui n'a pas de prix pour lui. Cette vue magnifique sur l'une des plus belles plages du monde. Il n'a de cesse de la contempler chaque fois qu'il vient à Rio.